Le podcast d'aujourd'hui s'adresse en particulier à ce profil d'élève plutôt bon en terminale. Moi je vais parler de mathématiques, donc on va dire en mathématiques. Plutôt bon en mathématiques en terminale, et qui va se retrouver en prépa, avec d'autres élèves qui étaient bons, voire très bons en mathématiques en terminale. Ça c'est de manière particulière, et de manière plus générale, au profil d'élève bon dans son milieu actuel, en comparaison avec les autres, ses camarades du milieu actuel, et qui va se retrouver, par le biais notamment d'une filière plus sélective par exemple, dans un milieu où la barre est un peu plus haute et où il se retrouve avec d'autres très bons élèves. Voilà. On va parler de ça, et on va parler en fait de l'attitude, de l'état d'esprit d'un élève qui attaquerait cette nouvelle phase de sa vie académique. On lui dit souvent à cet élève de viser les étoiles et de se dire voilà, il faut que tu ne manques pas d'ambition, que t'aies la volonté d'être toujours dans les premiers, de surperformer, et en fait en visant les étoiles, combien d'expressions populaires dans la culture, de la pop culture et compagnie, que si on vise les étoiles, en fait au pire on atterrit un peu plus bas que les étoiles et ça reste bien. Le problème avec ça, c'est que, en fait, en théorie, si on ne faisait que viser les étoiles avec acharnement et qu'on travaillait, qu'on redoublait d'efforts, qu'on ne se laissait pas abattre par les échecs passagers, etc., ça tiendrait. Mais en réalité, ce qu'on observe souvent dans ce genre de cas, c'est quand on vise les étoiles. C'est-à-dire quoi viser les étoiles concrètement ? C'est dire ouais, je veux être dans le top 5, voire parfois quand on n'a pas tout à fait une perception du réel en fait de ce qui nous attend en prépa. Je veux être premier au prochain, je veux majorer directement le premier DS de l'année, je peux le faire, etc. Ouais, quand on a ça en tête et qu'on arrive 20ème sur 40 ou quelque chose comme ça, alors que c'est pas si mauvais du tout, même ça dépend en fait, ça dépend de vos. On va reparler de ça. On est découragé, on se retrouve découragé par un résultat qui était pas si mauvais, mais en comparaison avec notre idéal, comme il est mauvais, voilà. Le problème avec le fait de viser les étoiles, c'est que dès qu'on se rend compte qu'en fait on est sur Terre, on regarde la distance Terre-étoile, on se dit oulala, on est loin, et ça décourage. Donc on est parti d'une attitude qui est soi-disant motivante, positive, etc., et on se retrouve à être découragé rapidement. C'est ce qu'on observe souvent. Moi je préfère une autre expression qui serait celle d'envisager les étoiles. De les regarder en face et de dire j'aimerais bien accéder à telle étoile. Déjà de définir ces étoiles, et ensuite de les envisager sereinement. De les envisager sereinement en se disant, là on va rentrer dans le conseil un peu bateau, dans le fait de soigner ce qui m'appartient. Ce qui m'appartient, c'est le travail, c'est l'effort que je fournis, c'est la méthode au-delà de l'effort que je fournis, et avec cet effort-là, je vais essayer de viser les étoiles. Donc je suis retombé dans le truc, de les envisager, les viser dans le sens d'aller cheminer vers elles tranquillement, avec mes capacités actuelles. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple quand vous entrez en prépa et que les premiers DS vous ont giflé, ce qui arrive souvent, à part quand on dit que le premier DS c'est une gifle, peut-être pas pour le premier, le deuxième, le troisième, les premiers du DS, bien sûr que non, c'est pas une gifle, pour le coup c'est une caresse, mais l'idée c'est de se comparer à soi-même, comparer son évolution tout au long de l'année, plutôt que dès le début de se dire il faut que je sois premier, il faut que je sois dans les premiers. Et, vous arrivez avec des profils de gens à côté de vous, et vous essayez de travailler, vous vous acharnez, je caricature pas, l'élève qui veut arriver dans les premiers travaille aussi, j'imagine, à part vraiment, là pour le coup on serait dans l'illusion totale de vouloir y arriver sans travailler. Non, je pense pas que ça concerne beaucoup de monde entrant en prépa, on sait jamais, mais souvent cet élève travaille et se rend compte que y a des camarades qui semblent indépassables. C'est pas possible, je travaille, et souvent la remarque qu'on se fait, c'est moi je travaille, lui il fait rien, et il y arrive beaucoup mieux que moi. Donc déjà, faut comprendre un truc. On part pas, donc on est bien évidemment pas à égalité en termes de compétences au temps T0 qui est le début de l'année en prépa par exemple ou autre. Et à la rigueur, on se contrefiche de savoir si l'avantage comparatif qu'a un tel par rapport à nous vient de compétences innées, d'acquis dans les années précédentes. Ça ne change pas grand-chose. En fait, ça ne change pas grand-chose de savoir d'où vient cet écart. Je dirais, limite, si on pouvait remonter le passé pour savoir, lui, il a fait ça en CM2 ou que sais-je. Oui, si on pouvait remonter le temps et faire comme lui, peut-être que ça n'aurait rien d'intérêt. Mais on peut pas. Donc en fait, on arrive dans une situation où autant T0, tel élève a tel avantage comparatif par rapport à nous. Il calcule beaucoup mieux que nous. Il raisonne plus vite. Il voit assez rapidement telle chose que moi je vois pas.
Et moi, sur d'autres matières, allez, j'ai certains avantages comparatifs. Ou alors, parfois, il y a des profils comme ça qui sont frustrants, il a des avantages comparatifs partout, par rapport à moi. L'idée, maintenant, c'est d'essayer, à partir de ce que moi j'ai comme bagage, d'avancer avec mon travail, avec mon acharnement, etc., d'avancer, et de pas m'en vouloir d'être, au départ, moins bon que lui sur telle ou telle matière. C'est-à-dire que ça peut très bien, quand je parle d'avantages comparatifs, ça peut très bien être, je sais pas, il était dans un lycée, il y a des lycées comme ça, qui font voir parfois le programme de prépa à l'avance, voilà. Ça peut très bien être, il a eu un excellent prof, en telle année, moi j'ai eu un prof un peu moins bon, donc voilà, ça s'est ressenti. Il a pris des cours particuliers, en primaire, ses parents lui ont fait faire telle ou telle chose, ses parents sont profs de maths, ça peut être plein de choses en fait. Ça peut être plein de choses qui si on pouvait remonter le temps et essayer de s'en inspirer, aurait un intérêt, mais là, on peut toujours, bien sûr, entre élèves, se parler de méthodes de travail qui marchent mieux, etc., ça c'est très bien, mais le fait de s'en vouloir, parce que c'est sans vouloir indirectement, on se le dit pas forcément qu'on s'en veut, mais de se dire, voilà, moi je travaille, lui, il ne fait rien, et il y arrive mieux que moi, donc le corollaire de ça, souvent, je suis bon à rien, je suis bête, je suis pas fait pour ça. Non, ça c'est complètement faux. Déjà, faut se dire que le fait d'être dans une filière où il y a que des bons, le fait d'avoir été accepté dans une filière où il y a que des bons, et de se débrouiller tant bien que mal dans une telle filière, dans les aléas, au moment où il y a des aléas comme ça, où il y a un DS que j'ai pas très bien réussi, etc., faut que je me rappelle que je suis comparé à des très bons. Ça doit être clair. C'est-à-dire qu'on avait l'illusion en terminale peut-être d'être bon parce qu'on était dans une classe où beaucoup de gens n'étaient pas forcément intéressés par telle ou telle matière, et qu'ils y étaient parce que voilà, c'est plutôt général, etc. On arrive dans une situation où on a sélectionné des bons dans tel domaine, et on est avec eux. Donc il faut pas tout de suite se dire le problème c'est mon intelligence ou que sais-je, non, pas du tout. Une vision, je sais pas, je vais pas parler de philosophie, mais je crois, j'ai pas envie de me tromper, que ça serait du stoïcisme de se dire, je travaille ce sur quoi j'ai réellement prise. Je n'ai pas pris sur le génie réel ou supposé des autres. J'ai pris sur mon propre travail. Sur mon génie à moi, qui se constituera au cours du temps, sur le long terme. Si j'aborde telle matière avec abnégation, que je prends les bons réflexes, etc., au fur et à mesure, oui, je vais commencer à acquérir des compétences sur le très long terme qui pourront être assimilées à du génie. Et faut pas oublier ça, en fait, c'est que là, dans toute cette discussion, quand on parle de travail personnel, on se dit, le temps, c'est la matière première. Après, il y a évidemment ce qui, dans le discours, peut paraître plus attirant, c'est les méthodes de travail, comment travailler efficacement. C'est important, je ne néglige pas ça, c'est important. Mais le fait de tout axer sur les méthodes, sur les stratégies, sur ça, en négligeant la matière première, c'est une vision un peu tertiarisée de la société, en fait. C'est, voilà, on néglige la matière première et on se rend ô combien compte ces derniers temps que les matières premières peuvent être très très importantes. Eh bien, on néglige la matière première pour l'emballage, la matière travaillée, etc., pour ce qu'on va faire de cette matière première. Il faut déjà fournir cette matière première. Il faut fournir ce temps-là. On a un certain profil d'élèves. Je sais pas quel pourcentage ça constitue d'élèves qui arrivent en prépa, mais au sortir de la terminale, ils se débrouillaient en faisant aller rapidement une revisite du cours de maths toutes les semaines, une petite heure de travail par-ci par-là, ils se débrouillaient bien, et ils pensent que, on va augmenter un petit peu la dose et ça va passer. Non, vous attaquez un pan de votre vie où il faut vraiment, vraiment, vraiment fournir cette matière première qu'est le temps. Parmi d'autres matières premières. Il faut pas non plus que le fait de fournir cette matière première vous épuise personnellement, que vous soyez complètement fatigué, que vous n'arriviez pas à travailler sereinement et à réfléchir de manière saine, quoi. Alors là, j'ai dit vraiment que des poncifs, mais je pense que le fait de parler de matière première et d'insister sur le fait qu'il faut fournir cette matière première avant tout, qui est le temps et votre effort, et ensuite de travailler sa méthode, etc., eh bien ça passe avant tout le reste, et ça passe, ces considérations sont bien au premier plan par rapport à mais les autres, un tel il a fait ça et ça et ça. Ce qui est bien, en prépa notamment, puisque on se prépare à des concours, donc faut être honnête, il y a une comparaison, ce qui est bien c'est d'avoir la comparaison de sa performance relative au cours de l'année. Qu'est-ce que j'appelle performance relative ? C'est tout simplement votre rang au DS. Déjà, quand on parle de votre rang au DS, ce qu'on met souvent en prépa, on met le rang le prof nous rend le DS et on a le rang en général. Eh bien, le rang, déjà, vous compare aux autres. Mais le rang vous compare, plutôt que de vous comparer à un tel génie ou à un tel ou un tel ou un tel, le rang vous compare à la masse statistique de la classe, et voilà, je suis arrivé 25e à tel DS,
puis 20e, puis 18e, à un autre DS, bon c'est pas mal, c'est plutôt de bon augure. Ok, vous êtes pas dans les 5 premiers, vous rêviez de ça, mais enfin, il faut être pragmatique, il faut voir ce qu'on a en face. Est-ce que la seule chose que vous pourrez vous demander, c'est, en rétrospective, c'est est-ce que je peux regretter quelque chose de mes années passées? Est-ce que j'aurais pu mieux faire telle ou telle chose? Est-ce que là, j'ai pas manqué de sérieux alors que j'aurais pu fournir plus d'efforts? Mais vous ne regretterez jamais de ne pas avoir battu telle personne qui, selon vous, est un génie. Non, ça, vous le regretterez pas, je vous assure. Vous direz pas « Ouh là là, je regrette de ne pas avoir réussi mieux qu'un tel. » Non. Non, parce que ça n'a aucun sens. Le regret, c'est sur ce sur quoi vous auriez pu avoir un meilleur effet, quoi. Voilà, sur ces poncifs qui, j'espère, sont dits d'une manière... Voilà, c'est des conseils bateaux qui, j'espère, sont dits de manière originale. Voilà, c'est ça, c'est tout ce que je souhaite. À bientôt pour une nouvelle vidéo.